La démocratie environnementale, c'est l'information et la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Là, on voit bien que d'entrée, Houston, on a un gros problème. À titre personnel, par exemple, il me semble avoir été assez peu associé aux décisions gouvernementales récentes concernant les choix budgétaires, taillant en pièces les législations favorables à la transition écologique, par exemple. De fait, nous sommes passés finalement assez rapidement des grands principes de la Charte de l'environnement 2005 au principe de réalité de la loi ASAP de 2020. ASAP, tout de même, ça ne s'invente pas. Loi ASAP, donc, qui a considérablement limité le périmètre des processus de concertation et codécision. Comme si le législateur s'était tout d'un coup rendu compte du monstre qu'il avait créé. Oh my God, nous avons permis l'expression des citoyens sur les questions environnementales. Remplaçons vite tout ça par un questionnaire sur Internet. Désormais, en termes de démocratie participative, il s'agit plutôt de savoir comment faire passer une pilule que de définir ensemble son contenu. Le modèle de la démocratie environnementale à la française est en panne. On pourrait, sans être exagérément pessimiste, affirmer que nous avons un léger problème de démocratie tout court dans notre beau pays. Les 10 dernières années ont vu un affaiblissement constant du pouvoir des corps intermédiaires, doublé d'une érosion de la participation aux élections qui semble inexorable. Or, l'un des grands principes de la démocratie énonce qu'il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l'égalité et la complémentarité, s'enrichissant mutuellement de leurs différences. Notre modèle est en panne au moment même où l'on en a le plus besoin face à l'urgence écologique. Comment appliquer ce principe si tout se décide en un seul lieu par une poignée de personnes rigoureusement identiques ? Face à cette situation, il y a des mobilisations, blocages, occupations, transgressions diverses et variées, mais toujours pacifistes. Sauf qu'en parallèle, se développe une criminalisation de l'action revendicative qui ne doit rien au hasard. Le mécanisme est assez simple. En restreignant la concertation et donc les moyens d'action légaux, on pousse les personnes engagées à se mobiliser autour de nouvelles formes d'action, forcément plus radicales et donc plus vulnérables d'un point de vue légal. À la menace sur les projets destructeurs de l'environnement que fait peser la pression, la notion d'écocide, on invente la menace écoterroriste. Je vais m'attarder quelques instants sur cette notion de radicalité. Car si nous sommes réunis ce soir, c'est que nous partageons une certaine forme de radicalité. Si la radicalité, par définition, ne tolère aucune exception, alors peut-être sommes-nous radicaux quand nous affirmons que la marche du monde doit changer si nous voulons vivre, survivre. L'impact de l'économie sur l'environnement aujourd'hui ne part ni d'un postulat ni d'une opinion. Elle part d'un fait. Un fait que la science, toute la science, nous démontre par A plus B. Le fait que nous sommes collectivement, nous humains, affairés à détruire nos propres conditions d'existence. L'économie en roue libre, telle que nous la connaissons, œuvre chaque jour, en toute décontraction, à détruire son propre marché, l'humanité. Si c'est être radical que de s'opposer au saccage de l'environnement, à la voracité de l'économie financiarisée et à la confiscation des richesses, au profit d'un petit nombre de personnes, alors oui, nous sommes radicaux. Aujourd'hui, nous en revenons tous aux fondamentaux. Et il est désormais indéniable que les règles du jeu économique détruisent le monde vivant. Il nous en faut donc de nouvelles, avec les nouvelles institutions qui vont avec. La radicalité est aujourd'hui essentielle, parce que nous avons besoin de modèles économiques, d'institutions et de modes d'organisation radicalement nouveaux. Mais au CJD, cette radicalité n'est pas nouvelle. Et il y a une trentaine d'années, le CJD faisait la déclaration suivante.
Si une entreprise contrevient gravement et de manière répétitive aux règles qui la concernent, dans quelque domaine que ce soit, et porte donc atteinte à son environnement et à la société, la justice doit décider de la fermer définitivement. Sur cette base, et si nous étions un petit peu malicieux, on serait déjà en train de clouter des planches et de monter vers le siège de Total. Just saying. Mais, comme nous sommes des citoyens responsables et un peu tatillons sur notre bilan carbone, on ne va pas tout cramer tout de suite, bien que ce ne soit pas l'envie qui en manque. Bref, au CJD, nous continuons de rêver à un monde plus juste, plus égalitaire, plus soucieux du vivant. Mais nous ne faisons pas qu'en rêver. Nous l'appliquons en actes, à notre échelle, dans nos entreprises. Car les mots ne suffisent pas, il faut de l'action. Nous réduisons notre impact carbone. Nous réduisons notre temps de travail. Nous recyclons, nous coopérons, nous partageons la gouvernance de nos entreprises et nous partageons la valeur. Car n'oublions pas qu'à l'origine, ces crises que nous vivons découlent d'une seule et même problématique, celle de la répartition. Je vais quand même vous lire, j'ai bien vu qu'il ne me restait qu'une minute, mais je vais quand même vous lire quelques mots écrits par le président du CJD en 1951. C'est peut-être un paradoxe, mais je crois bien que c'est ainsi. Plus le progrès et la machine permettent, par l'amélioration du rendement, de créer des richesses, plus ils augmentent le nombre de ceux à qui ces richesses seront inaccessibles. L'amélioration de la productivité ne confère que des avantages relatifs et provisoires, du reste fort précieux, indispensables même dans une économie de profit, pour ceux qui les obtiennent. Mais dans l'absolu, elle précipite l'acheminement général de notre système économique vers une impasse dans laquelle il n'y aura plus que des producteurs sans clients et des hommes sans pouvoir d'achat. Visionnaire, n'est-ce pas ? Dès la création de notre mouvement en 1938, son fondateur, Jean Mersch, parlait d'un combat, celui d'être totalement dévoué à l'idée que l'on a reconnue comme étant salutaire. Toute idée nouvelle cherche à se traduire dans les faits. Du domaine de l'esprit, la logique exige que l'on passe à celui de l'action. Toute idée qui s'affirme suppose une lutte aux formes multiples, aux occasions sans cesse renouvelées. Lutte qui s'attaque aux conceptions fausses, comme aux institutions périmées du monde économique et social. Tout mouvement vraiment neuf et profond naît d'une inquiétude et d'un engagement. Aussi bien ne doit-on pas se méprendre sur le sens du mot « combat ». S'il veut dire lutte aujourd'hui, il signifiera paix demain. Je vous remercie de vos inquiétudes et de votre engagement. Et je nous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Le CJD, c'est le 3e mouvement patronal en termes de taille, c'est le plus vieux. Et moi, je trouve que la présidente d'un mouvement de ce type-là, qui tient ce type de discours, ça nous interroge. Je m'appelle Louis-Marie Blanchard, je suis coprésident de l'association Les Citoyennes et Citoyens pour le renouvellement de la démocratie et coordinateur du collectif Les Décarbonautes, qui co-organise cette soirée avec le CJD. Je tiens à exprimer du fond du cœur une chaleureuse bienvenue à chacune et à chacun, à la fois dans cette salle, mais aussi en visio, où nous sommes assez nombreux. Emmanuel, est-ce que tu peux me dire combien de personnes participent ? Il y a plus de 100 personnes en visio. Est-ce qu'il est possible de les voir à l'écran ou non ? Ça, c'est... Ah non, il aurait fallu que je me connecte avec mon ordi, c'est pas possible. Donc ils doivent me voir là, donc chaleureusement bienvenue aussi à vous qui êtes chez vous, peut-être devant votre bureau ou autre. On pense à vous et on vous inclut bien ce soir dans cette salle. Je voudrais exprimer des remerciements, donc évidemment au CJD qui a magnifiquement joué le jeu. C'est un vrai plaisir de travailler ensemble et merci beaucoup Mélanie, merci Lorraine, merci Carole, merci tous les bénévoles du CJD, mais aussi à tous les bénévoles des Décarbonautes, et ils sont nombreux et on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Voilà, je voulais aussi remercier l'Académie du Climat et la Ville de Paris qui nous ont mis gracieusement à disposition cette salle ce soir. Les intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure, les remercier chaleureusement. Également les 80 organisations qui sont membres du collectif et le millier de citoyens qui nous soutient.
mais aussi les 180 donateurs qui nous ont permis de recruter récemment 2 salariés, 2 personnes à temps partiel qui sont absolument formidables, Emmanuel et Varinia. Et donc voilà, c'est grâce à ces donateurs, on ne vit que sur du don, qu'on peut être là ce soir. L'objectif de cette soirée, c'est de faire de vous des décarbonautes. C'est de vous donner envie en fait de ce projet et qu'à la fin de la soirée, vous embarquiez et vous ayez envie de nous soutenir. Et si on y arrive, et que chacun d'entre vous après en parle autour de lui, eh ben, il va peut-être se passer quelque chose. Et évidemment, ceux qui sont déjà dans le collectif, ils espèrent qu'il y a quelque chose d'historique qui est en route, parce que ce projet, il a le potentiel pour réellement transformer notre société. Et dans le monde où on est, qui est quand même assez morose et où on se pose des questions sur l'avenir, j'espère que vous trouverez ça comme une excellente nouvelle et que vous en verrez tout le potentiel à la fin de la soirée. Le programme de ce soir. Et donc à la fin de la soirée, évidemment, on vous proposera en fait de nous soutenir de différentes manières. Le plus simple, c'est juste de donner son nom en soutien politique pour dire « je trouve ça bien ». Comme ça, quand on va voir les parlementaires, les élus, etc., on peut dire qu'on pèse tant de personnes. Après, la suite, c'est de relayer notre communication. Et puis ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un peu d'argent, un don ou de temps pour ceux qui peuvent donner du temps au projet. Et ça nous permettra de relever donc les 4 défis climatiques, économiques, sociaux et démocratiques. La logique de cette soirée, le chemin de pensée, pour que vous l'ayez en tête, c'est d'abord d'avoir, tout à l'heure avec Cyril Dion, un rappel des constats, enjeux et analyses entre climat et démocratie pendant 20 minutes. Ensuite, vous découvrirez ou redécouvrirez des solutions pour le climat. On a 4 intervenants qui vont proposer des super trucs. Ensuite, on aura 15 minutes de présentation de la solution pour la démocratie qui s'appelle l'Assemblée de codécision, qui a été expérimentée. Là, c'est moi qui vous en parlerai. Ensuite, on aura 15 minutes la stratégie des décarbonautes et du collectif pour organiser une assemblée de codécision sur ces solutions climatiques pour faire le bon choix. Ensuite, il y aura 10 minutes d'échange complètement libre, en petits groupes, pour que vous puissiez parler de ce que vous avez vécu pendant cette soirée. Et ensuite, il y aura 10 minutes de temps pour vous proposer de vous engager. Voilà, on vous proposera des QR codes pour rejoindre des questionnaires et vous serez accompagné pour ça. Est-ce que c'est OK avec ce programme? Ouais, je vois plein de têtes qui disent oui, super. Maintenant, je vais appeler Cyril Dion, qui est militant écologiste, mais également garant de la Convention pour le climat, qui a eu lieu en 2019-2020, qui a été président du mouvement Colibri, qui est réalisateur de films, notamment Demain et bien d'autres, et puis qui est écrivain et poète. En termes de méthode, la manière dont ça va se passer, il va intervenir pendant 9 minutes. Ensuite, vous aurez 2 minutes pour échanger avec un voisin. Et ensuite, il y aura 9 minutes de questions à la salle. Voilà. Pour l'instant, on ne prend pas les cartons de couleur. Ils arriveront après. Cyril. Ah, j'ai oublié un truc, pardon. C'est le cadre relationnel. Pour que ça se passe bien cette soirée, je vais vous demander de vous engager sur 3 choses. La première, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que si quelqu'un tient un propos qui vous paraît... vous ne le jugez pas. Vous pouvez chercher à comprendre d'où ça vient, mais il n'y a pas de jugement, ni d'ailleurs d'autres personnes qui soient à l'extérieur, ni même le gouvernement ou quoi. Voilà. L'idée, c'est de dire ce qu'on ressent, et on ne parle pas sur l'autre, on parle sur soi. Et ça pose un cadre de bienveillance qui permet à chacun d'être authentique. L'intelligence collective, elle se nourrit d'avis divers, donc vous ne dites pas « oh, je dois être le seul à penser ça ». C'est pas grave, si vous êtes le seul, c'est précieux. Il y en a peut-être plein dans la société qui pensent comme vous et vous les représenterez. Et puis le troisième point, c'est la co-responsabilité, c'est-à-dire que pour que moi je puisse animer correctement, il faut que vous me fassiez des feedbacks. Vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Si à un moment donné vous trouvez que je parle trop vite, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, s'il y a un problème technique, quoi que ce soit, faites-moi le retour, et là moi je pourrais adapter pour que ça se passe bien pour vous. Mais si vous ne me le dites pas, bah, c'est vous qui serez responsable de ne pas l'avoir dit. Cyril. Bonjour tout le monde. Bon, ouais, si je m'assois, vous allez moins bien me voir. 9 minutes. Le sujet de la démocratie est sans doute un des sujets qui me passionne le plus et qui me préoccupe le plus depuis une quinzaine d'années, en même temps que le sujet écologique. Pour une raison assez simple, qui est que, en essayant de remonter le fil de causalité qui nous a amenés à cette situation de crise écologique,
on tombe forcément sur la question démocratique. Quel autre sujet d'une telle gravité connaissez-vous où des gouvernements élus, pour prendre des décisions dans le cadre de l'intérêt général, pour protéger leur population, n'ont quasiment rien fait depuis 50 ans, alors qu'ils avaient l'essentiel des données en main? Honnêtement, la question climatique et la question écologique au sens large du terme est sans doute la seule qui me vienne à l'esprit avec un tel degré de gravité et un tel degré d'inaction. Il faut quand même se rendre compte, si on essaie de brosser le tableau à gros traits, parce que 9 minutes c'est court, qu'on est en train de suivre une trajectoire qui nous emmène vers, pour le moment, si tous les États respectaient leurs engagements pris dans les COP, donc dans les grands sommets internationaux, plus 2,7 degrés à la fin du siècle. Plus 2,7 degrés, ça veut dire que 2 milliards de personnes sont soumises à des chaleurs extrêmes et potentiellement mortelles. Ça, c'est si tous les États respectent leurs engagements. S'ils les respectent à moitié, ce qu'ils font en ce moment, il y en a qui respectent une plus grosse moitié que d'autres, on terminerait le siècle autour de 3,2 degrés. 3,2 degrés, ça veut dire que 3,5 milliards de personnes vivraient sur des territoires qui deviendraient progressivement inhabitables. Ces trajectoires sont en train de suivre des courbes qui potentiellement nous échappent, ou en tout cas certains climatologues craignent que nous commencions à dépasser des points de bascule, des effets de seuil, qui pourraient être le signe d'une forme d'emballement. L'année qui a passé nous a vu dépasser des records incroyables, que ce soit la température de l'océan en surface, en profondeur, la température de l'air, des températures relevées dans différents pays. Et il y a une controverse pour savoir si ce sont des anomalies qui sont liées à la variabilité du climat, ce qui est possible, ou si c'est le signe que l'accélération que certains climatologues craignent est en train d'arriver. Ce qui est à peu près certain, en tout cas, c'est que les 1,5 degrés que nous ne devions pas dépasser, d'ici la fin du siècle, donc d'ici 2100, on va les dépasser entre 2030 et 2035, et qu'il est fort probable que nous dépassions les 2 degrés entre 2040 et 2045. Quand ça va être le cas, on va rentrer dans ce que les climatologues appellent des zones d'incertitude profonde, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On va jeter ça là, ça c'est la question du climat. S'ajoute la question de la biodiversité et de l'érosion du vivant, s'ajoute la question des limites planétaires dont nous aurions dépassé 6 des 9 seuils qu'il ne faudrait surtout pas dépasser pour que ces planètes restent habitables. Donc on voit bien que la situation est extrêmement critique. Face à ça, la logique voudrait que des gouvernements responsables s'emparent du sujet et mettent en œuvre des actions extrêmement déterminées. Or, nous savons désormais que le changement climatique est connu depuis les années 50. Il y a un petit court-métrage qu'a fait Frank Capra en 1958 pour mettre en scène 2 personnages, avec un personnage qui explique à l'autre ce qu'est le réchauffement climatique. Donc a priori, c'était connu. On sait avec certitude que l'ensemble des gouvernements avaient les éléments en main dès les années 70, au moins, et que la décennie 79-89 était potentiellement celle qui aurait dû voir l'action des gouvernements intervenir pour que nous ne nous trouvions pas dans la situation actuelle. Une des illustrations de ça, c'était l'audition que Alexandria Ocasio-Cortez a fait au Congrès américain de 2 scientifiques d'Exxon. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet. Assez magnifique. Donc Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une députée démocrate, et qui se retrouve face à 2 scientifiques donc d'un certain âge et leur dit, voilà, j'ai un rapport devant moi qui me dit qu'en 1982, vous aviez prévu que nous aurions dépassé le degré de réchauffement planétaire en moyenne, et qu'on serait aux alentours de 415 parties par million, donc c'est la concentration de particules de carbone dans l'atmosphère. Et c'est exactement là où on en est aujourd'hui. Vous étiez quand même de très bons scientifiques, et les mecs sourient en disant « Eh ouais, on était quand même des très bons scientifiques ». Il dit « Et donc, ils savaient, Exxon savait. Et quand vous leur avez donné cette information, qu'est-ce qu'ils en ont fait ?»
Évidemment, les deux gars sont très embêtés. Et ils sont très embêtés parce que non seulement Exxon ne s'est pas servi de cette information pour changer sa politique, mais Exxon a dépensé des milliards, tout comme Total, tout comme tout un tas d'autres compagnies pétrolières, pour financer des études qui ont semé le doute sur la réalité du changement climatique, qui ont semé le doute ensuite sur la réalité de la responsabilité humaine dans le changement climatique. Et ce phénomène-là, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'intérêt privé sur l'intérêt général, on la retrouve tout au long de ces 50 années qui ont jalonné la prise de conscience climatique, l'émergence de mouvements écologistes qui ont essayé de se battre. On voit ça tout le temps. Un des derniers avatars en date qu'on a connu en France, c'était la Convention citoyenne pour le climat, où on s'est retrouvé dans une situation absolument ubuesque, où le gouvernement et le président de la République avaient missionné 150 personnes tirées au sort pour travailler à un plan qui permette à la France de tenir ses propres objectifs climatiques. Ces 150 personnes ont travaillé d'arrache-pied, donc j'étais effectivement garant de la Convention citoyenne. À la surprise générale, grâce au processus délibératif, grâce à la formation qu'ils ont eue, grâce aux experts qui les ont accompagnés et grâce à la méthodologie qui a été déployée, ont accouché d'un plan qui est le plus ambitieux que la France ait jamais élaboré. Aucun gouvernement n'a jamais été aussi loin que ces 150 personnes tirées au sort, dont certaines étaient à l'origine climato-sceptiques, ne s'intéressaient pas particulièrement au sujet et absolument pas formées. Et quand ce plan est sorti, et que tout le monde a commencé à paniquer, à la fois les hauts fonctionnaires, à la fois un certain nombre de représentants de grands intérêts économiques, le gouvernement s'est attaché à saboter le plan qu'il avait lui-même commandé pour pouvoir tenir les objectifs climatiques qu'il s'était lui-même donnés. Vous vous rendez compte du degré de folie dans lequel on vit ? Et pourquoi se sont-ils ingéniés à détricoter ce plan ? Parce que, encore une fois, des intérêts économiques très puissants ont pesé de tout leur poids pour que cela se produise. Et c'est ce que des spécialistes de la démocratie comme Martin Gilens, qui par exemple a mené cette étude fameuse qui a été publiée par Princeton, décrit quand il dit que nous vivons dans quelque chose qui ressemble plus à une forme d'oligarchie ou de plutocratie que de démocratie, puisque l'essentiel des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés et pire, par les 10% les plus riches de l'élite économique. Ce que d'autres spécialistes de la démocratie décrivent comme étant un système où par l'élection, nous avons légitimé le fait qu'une petite élite, justement, continue à garder le pouvoir. Or, et c'était la conversation que j'avais eue avec Emmanuel Macron quand nous avons lancé la Convention citoyenne, je pense que c'est impossible de s'en sortir sans la démocratie. C'est-à-dire que les mesures qu'il faudrait prendre pour résoudre la crise écologique sont tellement impopulaires qu'aucun responsable politique ne les prendra dans le système de démocratie représentative dans lequel nous vivons. À plus forte raison parce que des intérêts économiques puissants pèsent de tout leur poids sur eux. Donc, si nous ne remettons pas la balle au centre, si, de façon allégorique, nous ne parvenons pas à nous mettre tous ensemble autour de la table pour faire un constat commun de la situation, et donc pour trouver ensuite les moyens d'y apporter une réponse commune, je pense qu'on ne s'en sortira jamais. Sauf à basculer dans un régime autocratique qui prendrait des mesures radicales. Il se trouve que même en Chine, ça ne marche pas si bien que ça. Pour terminer, puisque j'ai déjà dépassé ma minute de rab, la crise écologique nous permet de mettre le doigt sur la crise démocratique et de nous rendre compte, ça n'engage que moi, que ce que Lincoln décrivait comme la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, nous n'avons jamais essayé. Peut-être qu'il est temps de le faire. Et peut-être que c'est comme ça que nous résoudrons le problème écologique.
Vous avez 1 minute 30 pour rattraper le timing, pour discuter avec votre voisin de ce que vous venez d'entendre. Donc je vais entendre un joyeux brouhaha. Présentez-vous plutôt avec une personne que vous ne connaissez pas si vous êtes venu à deux, pour préparer notamment des questions, vos réactions, et préparer des questions à Cyril. C'est parti. Oh là là, Cyril, regarde combien de questions tu vas avoir en 6 minutes. Donc, je vais d'abord donner la parole aux personnes qui sont en visio, puisqu'elles ont un petit document interactif, elles ont déjà posé leurs questions. Donc, il y a une personne qui demande qu'est-ce qui fait que vous y avez cru à la CCC et à l'engagement d'Emmanuel Macron dans la CCC. J'avais entendu, mais je n'avais pas de micro. J'ai pas cru à l'engagement d'Emmanuel Macron. En fait, c'est fou cette histoire, que les gens continuent à croire ça. En fait, on a essayé d'instaurer un rapport de force. C'est-à-dire que ça fait des années que moi, j'essaie d'expliquer que le mouvement climat manque cruellement de stratégie et qu'il faut essayer de se donner des objectifs. Et là, il se trouve qu'on était à un moment particulier où, avec les marches pour le climat, avec les grèves pour le climat que les jeunes avaient lancées au mois de novembre, avec l'apparition d'Extinction Rebellion, avec les gilets jaunes, censure, avec l'affaire du siècle, on était dans un moment de bras de fer et le pouvoir était fragile. Et donc, quand Emmanuel Macron, je le raconte en 2 secondes parce que c'était rigolo, envoie un texto à Marion Cotillard et que Marion Cotillard me dit « T'as reçu le texto de Macron ?» Et que je dis « Non, je ne reçois pas de texto de Macron en général. » Et qu'elle me dit « Mais tu crois que c'est le vrai ?» Je dis « Je sais pas, est-ce que tu as beaucoup d'amis qui pourraient t'envoyer des textos avec signé Emmanuel Macron ?» Elle me dit « Mais j'en ai plein !» Et elle m'a envoyé le truc et j'ai dit « Non, je crois que c'est le vrai, c'est pas assez rigolo. » Bon. Et donc, en l'occurrence, on s'est posé la question de savoir à quoi ça sert d'aller le voir. Parce que d'une certaine manière, ce truc d'aller rencontrer un politique, serrer la louche, ce qu'il a fait avec Greta, avec tout le monde, faire des photos, on sait bien que ça sert à rien. Donc la question était de se dire quel pourrait être le truc qu'on pourrait obtenir dans le cadre de cette démocratie représentative avec des gens qui ne sont pas écolos, qui n'y comprennent rien. Et il nous a semblé que la chose la plus puissante qu'on pouvait faire, c'était ça. C'était proposer une assemblée citoyenne tirée au sort qui allait délibérer, formuler des propositions qui ensuite seraient soumises à référendum. Inspirées par l'exemple islandais qu'on avait filmé dans Demain, inspiré par l'exemple irlandais qu'on a mis dans Un monde nouveau. Et il se trouve que, pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire que le processus en lui-même est réussi. C'est-à-dire qu'on a démontré que des personnes tirées au sort, convenablement formées, avec une bonne méthodologie, étaient capables d'aller plus loin que des responsables politiques. Et ça, pour moi, c'est une brèche qu'on a ouverte. Il faut quand même que vous vous rendiez compte que cet exemple est étudié partout dans le monde. À Cambridge, à Yale, il y a des assemblées qui se sont faites en Angleterre, au Danemark, en Pologne, inspirées de ça. Parce que, justement, c'est la preuve que la démocratie pourrait fonctionner autrement. Et alors, évidemment, on n'a pas été au bout du processus, mais bon, on a déjà fait la preuve de ça. Cyril, est-ce que tu peux faire des réponses courtes parce qu'on a peu de temps et ça permettra à plus de personnes de poser des questions. Je vais donner la parole à une dame. Mesdames, si vous voulez lever la main, si on a une qui veut parler, poser une question devant. Bonjour, moi je voudrais rebondir un peu sur ce que vous avez dit sur Total Energy, Exxon, etc. Bon, voilà. Et donc la question est, aujourd'hui, si on emmerde, enfin on embête, on titille ces gens-là, on embête Total, eh ben il va déménager, il va mettre son siège social à New York, par exemple. Super. Et puis voilà. Et puis on n'aura plus les millions, les milliards d'impôts qui nous versent. Et la question est, est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on fait sans ? En fait, ça s'appelle un chantage. Et c'est un chantage qui est exercé sur la plupart des élus. Là, on est dans l'ancienne mairie du 4e. Anne Hidalgo me racontait, quand on a tourné Après-demain, que quand elle a dit on va interdire les véhicules thermiques à partir de 2025 à Paris, il y a un patron d'un grand groupe automobile qui a débarqué dans son bureau et qui lui a dit si vous faites ça, je vous ferai porter le chapeau de toutes les destructions d'emplois qu'il y aura en Europe. Ça s'appelle du chantage. Ça ne s'appelle pas de la démocratie. Donc,
ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de reprendre la main sur les décisions publiques et leur permettre d'aller dans le sens de l'intérêt général. Tant que ce sont des conversations de salon entre Patrick Pouyanné et Emmanuel Macron, il n'y a pas de solution. Ils continueront à faire des choses qui sont dans leur propre intérêt. C'est dans l'intérêt d'Emmanuel Macron que Patrick Pouyanné reste, et c'est dans l'intérêt de Patrick Pouyanné qu'Emmanuel Macron continue à le protéger. Donc on a besoin de sortir de ça. Il faut quand même vous rendre compte que Pouyanné, récemment, a dit à quelqu'un que je ne nommerai pas, tu sais, moi, le réchauffement climatique, ça m'empêche de dormir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tant qu'il y a de la demande. C'est ça, c'est la faute des gens en fait, c'est parce qu'ils veulent mettre de l'essence dans leur voiture. Et ben, le même chantage en fait peut s'opérer de cette façon-là. Ben, comment on va faire? On ne pourra pas mettre d'essence dans nos voitures? Ben oui, mais en fait, sauf qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir des voitures à essence. Je vais donner la parole là-bas à un homme. Robin, si tu veux bien donner le micro à une personne. Non, je suis désolé, on est très contraint en temps. Et il faut équilibrer un petit peu. Voilà. Et ce sera la dernière question. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Merci. Je crois tout à fait à tout ce que vous avez dit et je suis complètement convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas, qui pensent qu'on va trouver une solution dans le futur par la technique, que les études, en fait, que vous êtes des terroristes, que les études que vous... Enfin, qu'il y a d'autres études. Et moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Le bug humain, qui explique qu'en fait, il y a une partie de notre cerveau qui ne veut pas croire ça. Comment on fait pour corriger ce bug humain ? En fait, déjà, il y a un certain nombre de scientifiques qui ont des réserves sur ce livre de Sébastien Boller, sur cette histoire de striatum et tout ça, même s'il y a des choses qui sont tout à fait fondées. Pour vous répondre de façon très courte, la délibération, permettre à des gens différents qui représentent tout un tas de réalités du pays, riches, pauvres, jeunes, vieux, urbains, ruraux, de parler ensemble et d'essayer de trouver un terrain d'entente, ça corrige le bug humain. C'est ça qui était magique dans la Convention citoyenne et dans la délibération. C'est que des gens qui, parfois, et je peux m'inclure dedans, sont très cons tout seuls, deviennent beaucoup plus intelligents à plusieurs, parce que, d'une certaine manière, ils arrêtent de simplement penser à leur intérêt immédiat, mais on les met dans une structure où ils sont conduits à essayer de trouver des solutions qui sont plus vastes qu'eux. Et c'était ça, le fait de les avoir missionnés pour l'intérêt général et pour un problème qui les dépasse. Ben ça marche. Ce sera une magnifique conclusion sur l'intelligence collective. Merci beaucoup. Oui, c'est un peu frustrant, on aimerait y passer des heures, mais vous allez voir, on va revoir plein de trucs super intéressants et de contraindre le temps, ça permet aussi de voir plein de choses. Je vais appeler maintenant pour la table ronde Sylvaine Dion, et je la remercie beaucoup d'être présente ce soir, qui est ingénieure. Je ne voulais pas interrompre les applaudissements. Où tu veux, tu as le choix. Donc elle est ingénieure, elle a travaillé dans le secteur de l'énergie nucléaire et solaire au niveau international. Et ce soir, elle sera la porte-parole des Shifters, une association qui compte, je crois, presque 30 000 bénévoles. Voilà. Je voudrais inviter également Valérie Cohen. Qui est membre du collectif Compte Carbone, donc une sorte de fédération des associations qui promeuvent le compte carbone. Elle était anciennement directrice des services généraux chez Renault. Héloïse Leurette, est-ce qu'elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. Elle est étudiante en santé publique et c'est une des membres, une des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat de 2019-2020. Elle est engagée également dans plusieurs mouvements, dont Youth for Climate, mouvement de jeunes dans l'antenne de Dunkerque. Et puis je vais appeler également Yannick Servant, qui est porte-parole de la Convention des entreprises pour le climat et qui remplace Sophie Robert-Velu, qui est excusée pour raisons personnelles impératives. Merci beaucoup de l'avoir remplacée la veille, d'avoir dit oui la veille.
en termes de méthodologie, hop, un de plus, voilà. On va avoir 7 minutes par personne. Ensuite, il y aura un tour d'1 minute pour que chacun puisse exprimer ses ressentis à l'écoute des autres intervenants. Et puis, on aura quelques minutes de questions à la salle. On aura de nouveau plus de temps de questions à la salle par la suite, mais là, il y a déjà 35 minutes sur cette partie solution climat, et voilà, c'est plus d'un quart de la soirée, donc on ne pouvait pas en mettre plus. La parole est à Sylvaine pour répondre à la question, et ce sera la même question pour toutes et pour Yannick. Les décarbonautes organisent un événement démocratique avec des panels de citoyens, panels d'entreprises, panels d'associations, panels de collectivités locales. L'objectif est de choisir démocratiquement là où les meilleures solutions qui soient justes et efficaces pour décarboner notre économie, pour pouvoir atteindre l'accord de Paris sur le climat. Quelles solutions proposeriez-vous aux participants et participantes d'un tel événement ? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Sylvaine Dion avec un H. Donc, je suis shifteuse et je vais vous parler du Shift Project et des shifters. Donc, le Shift Project et les shifters, c'est 2 associations sœurs qui œuvrent à la décarbonation de l'économie avec une couleur ingénieur. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs et on va compter des tonnes de carbone, des kilos d'engrais, des tonnes équivalent pétrole, de combustibles fossiles consommés, etc. Avec l'idée de mesurer la physique, les flux physiques qui gouvernent notre environnement, notre économie et tout en fait. On va regarder aussi l'impact sur l'emploi parce qu'on va avoir envie que certains secteurs décroissent, que d'autres croissent, donc il y aura des impacts sur l'emploi. Donc on s'interroge à comment on va gérer, anticiper, former les personnes pour qu'il y ait un accompagnement sur l'emploi. On va regarder l'environnement économique puisqu'il y a aussi des investissements à faire pour la transition. Et on fait aussi un travail sur les imaginaires parce qu'on souhaite rendre la transition désirable et donc on essaye de donner à visualiser des futurs décarbonés désirables. Alors comment on fait ça ? Donc on produit des rapports, des analyses et on a produit le plan de transformation de l'économie française, donc le PTEF. Donc dans ce PTEF, on a regardé secteur par secteur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc on a regardé tous les secteurs, que ce soit agriculture, logement, transport, santé, services publics, industrie, voilà. Donc je vais essayer de vous résumer le PTEF en quelques minutes, sachant que notre mot d'ordre, ça va être la sobriété, l'efficacité énergétique et des énergies décarbonées, nucléaires et renouvelables. Donc je vous fais un résumé très court. Par exemple, sur l'énergie, on va vouloir diviser par 2 la consommation totale d'énergie en 2050, donc ça par rapport aux chiffres de 2019, avec un mix d'une moitié, à peu près une grosse moitié d'électricité qui sera décarbonée, et puis le reste en renouvelables non électriques. Donc c'est quoi les renouvelables non électriques ? Ça va être par exemple les chauffe-eau solaires. Un chauffe-eau solaire, c'est renouvelable, mais ce n'est pas une énergie électrique. Dans l'agriculture, on préconise de diviser par 3 la production de viande et notamment les ruminants, parce que vous savez que les multigastriques, enfin les bovins, ovins, caprins, etc., émettent des quantités de méthane qui ont un pouvoir de gaz à effet de serre assez important. On voudrait mettre fin à la déforestation importée. On voudrait aussi viser l'indépendance énergétique du secteur agricole sans consommer trop de biomasse, parce qu'il y a aussi des tensions sur la biomasse, c'est-à-dire qu'on va vouloir utiliser la biomasse pour faire des combustibles renouvelables, pour faire de l'hydrogène vert, pour faire de la construction en bois, qui est un excellent moyen de stocker du carbone. Donc on regarde aussi les quantités de biomasse nécessaires, typiquement, pour que tout ça arrive à boucler dans le jargon. Dans les transports, on voudrait favoriser les alternatives à la voiture individuelle pour la mobilité courte distance et puis réduire le trafic aérien d'environ 35% d'ici à 2050. Donc voilà, bon, tout ça, plein d'autres préconisations qui nous disent qu'il faut quand même cravacher pour réussir à faire cette décarbonation. Jusqu'ici, on reste très technique. Et ensuite, dans la mise en œuvre, on devient beaucoup plus politique. Alors,
avant de laisser la parole aux autres intervenants pour les façons de mettre en œuvre ces préconisations, je voulais aujourd'hui vous alerter sur un point qui nous paraît vraiment extrêmement crucial. Alors, on vous a distribué des cartons jaunes et des cartons rouges, donc essayez de les garder pour l'instant dans vos sacs. On a beaucoup parlé dans le cadrage aujourd'hui de transition juste, au sens juste socialement. Donc là, moi, je voudrais vous alerter sur le fait que la question environnementale et la question sociale, ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même question, ce sont deux questions différentes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les deux, mais je voudrais que vous soyez conscients que ce n'est pas la même question. Pourquoi je vous dis ça? L'objectif, pour le shift et les shifters, c'est l'environnement. Si on veut avancer sur la question climat, il est nécessaire d'embarquer un maximum de personnes, concitoyens, entreprises, organisations, sociétés civiles, etc. Il y a tout un tas d'organisations, il y a tout un pan de la société qui est OK pour faire de l'environnement, mais qui n'est pas OK pour faire du social. Donc soyez tout à fait conscients que ce n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, on souhaite réduire les émissions liées à l'aviation. Donc on souhaite réduire le nombre d'avions. Okay? Donc il y a plusieurs façons de faire ça, il y en a plein. Je vous donne deux exemples extrêmes. On a calculé qu'il faudrait, pour limiter les émissions de l'aérien à un niveau acceptable, réduire le nombre de vols en moyenne à 4 vols dans toute une vie. Alors ça, c'est calculé pour tous les humains qui sont sur Terre, pas que la France. Donc, est-ce qu'on dit, on met un quota et on interdit aux gens de prendre plus de 4 vols? C'est une solution, ça marche. Ou est-ce qu'on dit, on met un ticket d'entrée, on met une espèce de taxe à 50 000 € le billet d'avion, et il n'y a que les riches qui peuvent prendre l'avion, et on arrive au même niveau. Je dis 50 000 €, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais ça marche aussi d'un point de vue environnemental, mais vous êtes d'accord que socialement, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, j'ai fait exprès, je vous donne des exemples extrêmes, mais il y a tout un panel entre les deux. On peut imaginer qu'on met un ticket d'entrée à 50 000 €, mais on paye 4 vols à tout le monde, et puis on met une taxe qui est progressive à chaque vol supplémentaire, ou alors on peut dire on finance les vols des étudiants qui vont aller faire des études ailleurs, ou au moins de 25 ans, ou voilà. Il y a tout un tas de solutions. Mais je voudrais que vous soyez pleinement conscients que ce sont deux questions différentes. Je ne dis pas il ne faut pas le faire, etc. Mais soyez conscients, ce n'est pas la même chose. Je vais vous parler, bonjour. Merci de l'invitation, Marie. Avec grand plaisir. Je vais vous parler du compte carbone. Je vais démarrer avec une petite phrase de Pierre Calame. Pierre Calame, c'est l'initiateur du compte carbone en France. C'est une phrase que j'aime bien, c'est extrait de son livre Essai sur l'économie. Et puis j'ai mis en exergue quelques verbes qui vont émailler un petit peu mon petit speech, mais qui sont importants. Compter, mesurer, limiter, choisir, partager. Il y en a plein d'autres. Alors, comment j'ai rencontré le compte carbone? Parce que j'ai vraiment fait une rencontre. J'ai rencontré le compte carbone en février 21 lors des Assises du climat. C'était une série de sessions de 2 heures par Zoom qui rassemblait une cinquantaine d'experts et ils ont étudié, moi j'écoutais avec beaucoup d'attention, toutes les solutions pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, les comparer et puis en tirer quelques enseignements avec une question qui traversait les conférences qui était quelles seraient les caractéristiques d'une politique de lutte climatique qui soit efficace. Alors la conclusion, je vais très vite, mais ils en ont tiré 5 critères. Une politique efficace devrait respecter les 5 critères en même temps. C'est et, c'est pas ou. Donc la première, c'est la prise en compte de l'ensemble de nos émissions, pas seulement les émissions territoriales, mais également les importées. La deuxième, elle est majeure, c'est l'obligation de résultat. Aujourd'hui, on en est bien loin. La troisième, c'est la justice sociale. La quatrième, c'est évidemment mobiliser tout le monde, le tissu économique, les élus, les politiques, et évidemment nous, les citoyens. Et le cinquième, qui est très important, parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler encore, c'est de laisser le plus possible la liberté de choix aux citoyens consommateurs. Alors, il se trouve que la solution qui répond à ces 5 critères, c'est une notion c'est un système de droit d'émission par quota, par allocation, par budget, appelons-le comme on veut, individuel.
Comment ça marche, le compte carbone individuel? Le principe, c'est une pente de réduction qui soit progressive de moins 6% chaque année. Le moins 6%, ça vient du fait que si on partait, là, j'imagine, en 2026, 600 millions de tonnes, c'est-à-dire environ 9 tonnes par habitant, pour arriver à 2 tonnes en 2050, il faudrait réduire chaque année de 6%. Le mot progressif, il est important, parce que plus on attend, plus la réduction va être extrêmement brutale, probablement extrêmement contraignante, bien plus que ce dont je vais parler maintenant, probablement très autoritaire, pas très démocratique. Donc il faut commencer rapidement, moins 6% par an. Comment ça se passe? En fait, on part des 600 millions là, en 2026, on prend les 600 millions, on les divise par le nombre d'habitants, des citoyens français, et on alloue gratuitement à chacun d'entre nous un quota, un budget carbone. Le même pour tout le monde, le même pour moi et pour monsieur Arnaud. On va y revenir. Et chacun a ce budget et le gère librement. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter un bien de consommation, vous allez payer en euros et en points carbone. Donc vous gérez ce budget carbone comme vous gérez votre budget. Vous faites vos propres arbitrages. Il n'y a pas d'interdiction de consommation par nature tant que vous restez dans votre budget. Évidemment, tous les produits sont étiquetés en euros et en points carbone. Alors, il y a une grande disparité chez les Français. 64% des Français sont en moyenne à moins de 9 tonnes. Et même 50% sont à 5 tonnes. Donc si on met un quota de démarrage à 9 tonnes, ce n'est pas très compliqué pour une grande majorité de Français. Vous devriez avoir assez de quotas pour faire vos achats. Par contre, il y a 10% de Français qui sont à 25 tonnes et plus. Donc quand ils arrivent pour faire leurs achats, à un moment donné, ils vont manquer de points carbone. Il y aura la possibilité, à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai mis un gros trait noir autour de mon cercle parce qu'il est indépassable, il y aura des possibilités de régulation et d'échange. C'est-à-dire, les gens qui auront besoin de plus de points carbone pourront en acheter auprès d'une agence de régulation, l'agence carbone, qui, alors, ne produira pas de points carbone, il n'y a pas de planche à billets, enfin, il n'y a pas de planche à points carbone dans l'agence. Ces points proviendront des quotas ou des points carbone que les plus sobres, dont ils n'auront pas besoin, auront revendus, s'ils le souhaitent. Donc, des points seront rachetables, éventuellement, dans la limite des stocks disponibles, encore une fois. Donc, un certain nombre d'ajustements est possible. Quels sont les points forts du compte carbone, après tout ce que je viens de vous raconter? Le point majeur, c'est que c'est une enveloppe indépassable. Indépassable, c'est ça la garantie de résultat. Le premier jour de l'année, on a distribué tous les quotas et on sait à combien on va arriver à la fin de l'année, et ce sera moins 6% l'année suivante. L'autre point important, c'est que c'est un système global et transversal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lobby en face. Il n'y a pas d'accroche sur un compte carbone individuel. Comme ce n'est pas par nature de consommation, il n'y a pas un lobby en face de chaque nature de consommation, donc il n'y a pas d'accroche. C'est par ailleurs, et c'est pour ça qu'on est là, merci Louis-Marie, c'est une solution qui met le citoyen au cœur du système. D'abord dans sa mise en place, parce que ça peut se faire qu'à travers des assemblées citoyennes, il faut décider ensemble un sujet qui nous touche. J'en parlais tout à l'heure, flesh and blood, ça nous concerne dans notre sang, cette histoire. Il faut qu'on soit associés, j'ai plus qu'une minute, donc les assemblées citoyennes, et surtout dans le fonctionnement, parce que c'est qui le patron? On redevient complètement le patron par nos choix de consommation à travers ce système. Comme je le disais, pas d'interdiction par nature de consommation, mais les mots à retenir, c'est limite, partage, liberté. Je vais aller plus vite. Donc il y a un étiquetage obligatoire. On nous dit souvent, mais vous faites tout peser sur le consommateur. Pas du tout. Le fait d'étiqueter en poids carbone oblige les entreprises à tenir des registres carbone. Et il y a une forme de nouvelle concurrence qui se met en place, et il y aura une prime aux plus vertueux. Ceux qui voudront rester dans la course devront proposer des produits moins carbonés. Et puis surtout, c'est un mécanisme qui répond vraiment à l'urgence de la situation. On peut en effet compter sur des solutions technologiques, pourquoi pas, des avions à hydrogène, bon, c'est pas avant 2035, et encore, ce sera un prototype, aller chercher du CO2 dans l'atmosphère. Mais les temps d'implémentation de ces solutions n'ont rien à voir avec l'urgence de la situation. On ne pourra pas faire l'économie, je pense, d'une forme de, je vais dire le mot, rationnement, par des quotas, attention, j'ai dit le mot, et on ne pourra pas faire l'économie d'une forme de sobriété. On lance une campagne actuellement où on applique ce système uniquement à l'aérien, on en parlait, donc c'est des quotas par habitant, avec des possibilités pour ceux qui sont les plus sobres d'arrondir leur fin de mois. C'est le cas donc, de ce qu'on fait dans le compte carbone. Et puis, comme j'ai plus beaucoup de temps, je finis à nouveau avec une phrase de Pierre Calame.
J'aime bien. Mission possible, penser l'avenir de la planète. La pensée, c'est juste avant l'action. C'est le début de l'action. Et on est là pour penser, c'est super, mais il va falloir agir. Merci. Ah, Héloïse. Héloïse, à toi le micro. Tu veux venir au pupitre ou rester assise? Non, je vais rester assise. Ok. Du coup, moi, c'est Héloïse et je vais vous parler de la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle j'ai participé il y a déjà 4 ans. Et je vais commencer par un peu vous resituer, même si Cyril il en a beaucoup parlé tout à l'heure, par vous resituer ce que c'était et comment est-ce qu'on a travaillé. La Convention citoyenne, c'est d'abord 150 personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ont entre 16 et 80 ans, de tous les métiers, de tous les niveaux d'études, et qui se retrouvent ensemble un jour à Paris, au CESE, pour répondre à la question « Comment réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de la justice sociale ?» Et je pense que c'est un thème qui va être abordé à plusieurs reprises parce qu'on voit bien que dans cette question, déjà, on se pose les deux aspects, à la fois le dérèglement climatique, mais aussi la justice sociale. Alors, ça a été 7 week-ends de travail qui ont permis à 5 groupes de travailler sur des thématiques bien précises et du coup prendre en main des sujets très particuliers. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Ces thèmes, ils ont été importants à travailler pour nous, par groupe de 30, et ce qui a surtout permis, je pense, qu'on arrive aujourd'hui à nos propositions, c'est d'abord qu'on a réalisé l'impact. On a réalisé l'impact du dérèglement climatique sur nos vies, sur les vies de nos proches et sur les vies des futures vies qui vont justement être sur Terre. On a aussi pris conscience des difficultés qu'engendre le dérèglement climatique. On parle souvent, quand on interroge les personnes qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat, de la claque du premier week-end, du fameux « waouh, je ne me rendais pas compte ». Et c'est vrai que ça ressort beaucoup et je pense que c'est après ce qui nous a guidés sur le chemin de toutes ces propositions qu'on a fait. Donc le premier élément, c'est vraiment ça, réaliser l'impact du dérèglement climatique. Le deuxième élément, pour moi, c'est d'avoir eu le temps d'y penser. C'est bête, hein, mais dans notre vie, quand on continue, quand on est là tous les jours, boulot, il y a la famille, il y a le sport, on n'a peut-être pas le temps un jour de se poser et de se dire « Ok, là, on va vraiment devoir faire quelque chose et on va vraiment devoir y réfléchir parce que ça va devoir toucher chacun de nous. » Parce qu'on sait que ça va être difficile, mais aussi parce qu'on sait que si on veut faire les choses bien, on a besoin à un moment donné de les décider. Et donc je pense que d'avoir le temps d'y penser, ça a été le deuxième élément qui nous a permis de mettre en œuvre ces propositions. Le troisième élément, c'est un élément encore sur lequel je rebondis et sur lequel on parle beaucoup, c'est d'avoir les ressources, de pouvoir répondre à nos questions, d'aller chercher auprès des experts, de penser ensemble à tout ce qui existe. Et le quatrième élément, c'est d'avoir le débat. C'est que chacun puisse venir mettre son petit grain de sel, sa petite différence, son petit « Ah ouais, non, mais moi, je pense ça comme ça, moi, je pense ça comme ça. » Et donc, du coup, en fait, tout ça, ça nous a permis vraiment de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'intelligence collective et de se découvrir au fur et à mesure des capacités d'écoute aux autres auxquelles, je pense, tous, on n'était peut-être pas préparés. Et ça a déjà fait, je pense, un des éléments qui ont fait la réussite de la Convention citoyenne pour le climat. Donc maintenant, je vais vous parler des mesures qui ont été prises tout au long de cette convention, qui s'articulent du coup dans les 5 groupes que j'ai dit tout à l'heure. Consommer, produire et travailler, se loger, se nourrir et se déplacer. Et je vais commencer par l'une des mesures qui est transversale et dont vous avez peut-être entendu parler. C'était la mesure de révision de la Constitution. On en est arrivé là parce qu'on s'est dit justement que si on voulait avoir un impact fort, on devait commencer par imposer à toutes et tous, dans notre Constitution, dans la Constitution française, deux possibilités. Et on aurait aimé pouvoir faire voter ces possibilités au référendum. Et je vais vous les lire les deux. La première, c'est de rajouter au préambule « La conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. » Ça, c'était une des mesures qu'on aurait aimé rajouter au préambule de la Constitution et qui aurait été votée en référendum.
La deuxième, c'est un rajout à l'article 1er de cette Constitution qui indiquerait que la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Et en fait, cette réforme, elle aurait permis justement à chacun des Français de réfléchir. Et c'était cette réflexion qu'on avait envie, je pense, toutes et tous, de promouvoir dans la société. Ensuite, on a justement séparé toutes nos mesures dans les 5 groupes. Et dans les 5 groupes, on a beaucoup de mesures qui sont revenues, notamment les mesures sur lesquelles notre cher président a mis des jokers. Vous avez le fameux 110 km/h, qui personnellement m'a fait beaucoup rire parce que je venais de passer mon permis, et moi j'avais le droit que de rouler à 110 km/h. Alors j'avoue que l'ironie m'a fait beaucoup rire. Et après, il y a une mesure dont j'ai envie de vous parler, c'est une mesure qui a été retoquée. Il n'y en a eu qu'une à la Convention, une mesure qui est sortie et sur laquelle on n'a pas retoqué, c'est la mesure de la réduction du temps de travail, sur laquelle je pense il y a 4 ans, on n'était peut-être pas aussi ouvert que maintenant. Et en fait, c'est une question qui s'est posée et je pense que c'est intéressant de la mettre en lumière aujourd'hui parce qu'elle a été retoquée et je ne sais pas si à l'époque, elle aurait... Si on refaisait le vote aujourd'hui, elle serait retoquée à nouveau. Merci beaucoup. Ouais, moi, je vais me mettre debout, comme ça je peux tous vous regarder dans les yeux. Donc, je m'appelle Yannick Servan, je suis un des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat. Et ça ne surprendra personne en entendant le nom. On doit énormément au travail de Cyril, au travail d'Héloïse et des 149 autres et de toutes les autres personnes qui ont été autour de ce projet, qui a inspiré au départ un petit groupe de personnes venant du monde de l'entreprise dans cette période intéressante et fertile que fut le confinement. On a tous pu se demander « qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie ?» Ça m'a invité, moi, à demander une rupture conventionnelle dans ce merveilleux système social français qui permet à des gens de prendre un peu de temps avec des allocations Pôle emploi pour inventer d'autres choses. Et ce qu'on a inventé s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Ça part d'un constat, ça part d'une conviction. Très vite, avec cette idée de projet, on n'a pas pu te rencontrer, Héloïse, mais on a pu rencontrer d'autres citoyens qui avaient participé. Et on sortait de toute la dynamique autour du projet Loi Climat Résilience, qui était la traduction des 149 propositions. Et ce qu'on a compris au contact de ces personnes-là, c'est qu'à partir du moment où les propositions étaient sorties, il y a eu en place une mécanique de décrédibilisation systématique des citoyens qui les portaient, disant ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas élus. Si vous regardiez CNews, il y avait probablement tout un tas d'autres choses qui étaient dites. Nous, on vient du monde économique. On a été entrepreneurs à des niveaux codir, dans des petites boîtes, dans des grandes boîtes. Et ce qu'on sait, même sans avoir été dans le monde politique nous-mêmes avant ça, c'est que s'il y a bien une figure que le monde économique, que le monde politique, que les lobbies ne vont jamais s'amuser à décrédibiliser systématiquement, c'est la figure du dirigeant, de la dirigeante d'entreprise. Ce n'est pas un hasard si les politiques passent leur vie à se faire prendre en photo avec des dirigeants. C'est ce qui leur permet de promettre de la croissance et de l'emploi. Et aujourd'hui, essayer d'être élu ou réélu sans l'un ou sans l'autre, c'est compliqué. Donc, on s'est énormément inspiré du travail de la Convention citoyenne. Nous, c'était en 6 week-ends, pas en 7. Le premier s'appelle toujours la claque. Je ne sais pas si j'aime ce mot, mais l'effet est le même. Et donc, ce qu'on fait, c'est inviter des dirigeants d'entreprise à un voyage en 6 sessions, où le but n'est pas de produire des propositions politiques, mais de commencer par les feuilles de route de transformation de leur propre business, comme précondition pour se rendre légitime, pour dire « Ok, nous, partant d'une démarche exemplaire de prendre le risque sans vous attendre, voilà comment on pense que vous pouvez nous accompagner. » À la puissance publique, aux syndicats, aux assopros, etc. Parce que quand on se pose la question de « Ok, est-ce qu'on rajoutait des propositions politiques ou pas ?», quand on regarde le travail du Shift Project, quand on regarde le travail des citoyens, quand on regarde le travail d'organisations formidables comme
comme le mouvement Impact France, comme Quota Climat, qui a spécifiquement travaillé sur le temps médiatique consacré aux enjeux environnementaux, j'ai vraiment envie de dire, tout est là. Il n'y a pas besoin que nous, on rajoute du bruit. Et donc, ce à quoi on a plus réfléchi, c'est quelles sont les conditions qu'on a besoin de réunir pour pouvoir réussir ce travail fondamental dont on a besoin, qui a été résumé assez élégamment par une formule que j'aime beaucoup, qui est celle de déboulonner la statue de Milton Friedman. Milton Friedman et l'école de Chicago nous enferment depuis 1972-1971 dans l'idée que, alors de leur côté, c'était tout manager, et c'est dans le texte, tout dirigeant d'entreprise qui se convainc qu'il lui appartient de donner autre chose comme mission à son entreprise que de maximiser les profits, est un dirigeant, une dirigeante qui se laisse manipuler par les forces socialistes internationales. C'est écrit dans sa tribune. Milton Friedman, c'est le produit de la guerre froide, d'une analyse binaire du monde. Et ce que partageait Cyril sur le rapport Edexon de 1982 et la fabrique de la fausse science, ça part de ces mêmes choses. Il y a un groupe de scientifiques américains qui ont été à l'œuvre sur le changement climatique, mais avant ça, le tabagisme, les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone. Hyper intéressants, sont des scientifiques du projet Manhattan qui ont acquis leur gloire au sortir de la Seconde Guerre mondiale et tout au long de la guerre froide, parce que quand ce cadre de pensée-là tombe, c'est un peu emmerdant qu'il reste et qu'il continue de codifier tout ce qu'on fait. Donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on en est à, on travaillera les sujets environnementaux quand on aura un excédent budgétaire, quand on aura un résultat net positif. Sauf que, et c'est répété assez souvent maintenant au ministère de la Transition, encore assez peu à Bercy, si le vivant s'effondre, l'entreprise aussi. Donc nous, on pense qu'on a besoin de 3 choses pour que les conditions soient favorables à ce que tout ce travail prenne vraiment sa place. 1, formation. Il vous paraîtrait anormal que Bruno Le Maire ne sache pas ce qui rentre dans le budget de l'État. Il nous paraît anormal qu'un décideur politique ou économique ne comprenne pas ce qu'est le budget carbone ou les enjeux biodiversité. Pour ça, on avait co-signé, y compris avec Cyril, pendant la présidentielle, une tribune qui réclamait 20 heures de formation pour le gouvernement. On a gagné 30 minutes de Valérie Masson-Delmotte au Conseil des ministres de rentrée. On ne pense pas que c'est pour le plaisir de l'érudition de ces personnes-là, mais que si c'est fait, alors nous, tous, démocratiquement, on sait que s'il y a connerie dite, connerie faite, c'est en parfaite conscience. Ça, c'est hyper important, peut-être, ne serait-ce que pour motiver des personnes qui ne vont pas voter à le faire. Deuxième chose, il faut que les outils qui existent, et là en ce moment les outils de reporting extra-financier, la CSRD si ça parle à certains, l'obligation pour les entreprises de déclarer leur impact sur l'environnement et l'impact que l'environnement a sur eux, il faut que ce soit saisi comme des opportunités de porter un regard stratégique sur le futur, plutôt que comme une contrainte administrative de plus où on recrute des cohortes de stagiaires pour cocher des cases. Et la troisième condition, c'est que la finance publique joue pleinement son rôle. Là, j'ai donné juste un micro-exemple. Quand vous répondez à une commande publique de l'État, vous répondez à un appel d'offres avec des critères, et il faut juste correspondre aux critères, et il y a une note pondérée. Aujourd'hui, les critères environnementaux dans les appels d'offres publics, c'est en général moins de 5% de la note. Et il n'y a aucune prime à l'innovation, qu'elle soit environnementale ou autre. Donc si on fait ces 3 choses-là, formation des décideurs, embrasser les outils extra-financiers et se servir de la finance publique, alors tout le travail merveilleux que font ces gens, on pense qu'ils déploieront leur plein potentiel. Donc vous avez chacune, et Yannick, moins d'1 minute pour exprimer vos ressentis par rapport à ce qui est en train de se passer ce soir avec la salle et de ce qui a été dit des uns et des autres. Voilà. Qui veut commencer ? Non, je voulais juste dire à Sylvaine, je suis assez d'accord, la question environnementale et la question sociale, c'est pas la même chose.
En l'occurrence, c'est ce qu'on vit en ce moment, hein, puisque 1% de l'humanité émet plus de 50% des 4 milliards de l'humanité. Donc en effet, on n'y est pas dans le social. Mais je pense que si on tire trop sur la corde, il y a vraiment un risque d'explosion. C'est ce qui fera le plus peur à la finance, tu me diras. Donc peut-être qu'il faut y aller. Voilà. Parlez plus près du micro. Ok, je continue. Merci pour cette réaction. Sur la même question, moi je vais réagir avec ce que tu viens de dire sur Milton Friedman qui disait que si on n'avait pas pour objectif le seul profit, on était un dangereux socialiste. Pour préciser ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous on veut justement éviter cette séparation du monde en deux côtés très polarisés. En France aujourd'hui, on n'a pas cette polarisation sur l'écologie et on veut absolument au Shift Project et chez les shifters préserver le fait qu'on arrive à parler à tout le monde. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très polarisé. Si vous êtes républicain, forcément, vous n'êtes pas du tout intéressé par la question environnementale et d'autres trucs. Il ne faut surtout pas que, quand on est de droite, on n'est pas intéressé par les questions environnementales. C'est ça qu'on veut éviter. Après, dans le ressenti, je trouve qu'il y a plein de solutions différentes, compte carbone, convention citoyenne, entreprise, voilà. Et moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait plein d'entrées différentes. Donc, je suis à la fois étonnée, surprise ou des fois un peu heurtée, mais tant mieux parce que le fait d'avoir de la diversité et peut-être des fois des confrontations sur la méthode et sur les entités qui doivent se mobiliser ou qu'on a envie de mobiliser chacun, du coup, c'est riche de plein de solutions et on est tous sensibles à des entrées différentes. Donc c'est très très bien. Moi, je suis très contente, même si c'est un peu dur de l'entendre parfois, qu'il y ait autant de solutions différentes. Oui, c'est un peu la même phrase que j'avais envie de dire en fait. C'était de dire que c'était justement notre diversité à tous. Et c'est un peu ça, croire, je pense, à des initiatives comme celles qui sont prises aujourd'hui. C'est de croire en chacun et de croire en notre tous qui va faire qu'on trouve des solutions avec, encore comme tout à l'heure, notre petit grain de sel et le fait que certains, ça les prend aux tripes, d'autres, ça les prend à la tête et puis certains, ça les prend par les pieds. Et donc, avec ça, on arrivera peut-être à faire quelque chose qui nous ressemble. Et c'est peut-être ça, en fait, le plus important. C'est d'arriver à faire quelque chose à la fois avec le cœur, avec la tête et avec les pieds. Et moi, pour finir, je vais peut-être reprendre la balle sur cette question de polarisation. Je crois fondamentalement que c'est le plus grand danger qui nous guette. L'intolérance à la nuance. Et je vous recommande à toutes et tous un incroyable bouquin qui s'appelle « Le courage de la nuance » de Jean Birnbaum. C'est ça qui est notre plus grand danger, parce que ça peut retarder l'action de façon catastrophique. Et le travail de la Convention citoyenne, plus j'en ai appris dessus, dans la Convention des entreprises, les gens se ressemblent beaucoup plus que c'était le cas dans la Convention citoyenne. Et ce que j'ai appris sur la Convention citoyenne, c'était le formidable pouvoir d'accepter, de prendre du temps avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et ça m'a amené à me poser des questions de type, c'est quand la dernière fois que j'ai pris un café avec quelqu'un avec qui j'étais pas d'accord ? Genre mon oncle climato-sceptique qui envoie des boucles mail dans toute la famille sur les écolos bobo rigolos en citant François Gervais ou je sais pas qui. Donc en fait, moi, c'est l'invitation que j'ai envie de vous faire. Prenez un café avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord et voyez ce que ça fait. Merci beaucoup. On a un petit temps de questions. On va démarrer par ceux qui sont en visio. Est-ce qu'il y a un micro là-bas ou pas ? Non, pour que les gens en visio entendent, il faut le micro. Alors, il y a pas mal de commentaires et de réactions, notamment sur ces questions de polarisation et d'inégalité. Et il y a Pierre-Louis, notamment, qui nous dit « Classe modeste, habitant à la campagne et travaillant en ville, avec des enfants au collège, une maison mal isolée, chauffée au fioul, etc. Comment je fais pour acheter ces points carbone restants ? Ce n'est pas la justice sociale, ça n'a rien de progressif. »
Voilà. Donc la question en fait du compte carbone, ça pose problème sur les gens qui ont des grosses contraintes par rapport à leur mode de vie. Une réponse courte. Non, c'est une question effectivement qu'on a souvent. Alors, ce que je viens de présenter, le compte carbone, c'est une forme de mécanisme. C'est un mécanisme qui décroît de 6% chaque année avec des possibilités de rééquilibrage à l'intérieur de cette poche qu'on ne peut pas dépasser. Alors, ça n'évite absolument pas de mettre en place des politiques d'aide au cas particulier, comme on a aujourd'hui sur les euros. Il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des politiques d'aide. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il ne faut pas abandonner, au contraire, qu'il faut continuer, parce que le compte carbone ne va pas régler la justice sociale, bien évidemment. Je ne connais pas le cas de la personne qui parle, évidemment. Voilà, il est dans la caméra. Je ne sais pas quelle est sa moyenne en termes d'émissions carbone, mais si en effet, en étant relativement modeste, la personne est déjà à 9 tonnes en termes d'émissions annuelles, il y aura des actions à mener, des aides à apporter aux personnes qui sont dans ces situations-là. Donc le compte carbone n'empêche pas d'avoir un accompagnement. Une question suivante, donc je vais donner la parole à une femme et à un homme. Madame, est-ce qu'on peut lui apporter le micro ? Bonjour, je voudrais apporter un éclairage. Donc moi, je parle au nom des entrepreneurs engagés et je représente la Cité du développement durable et d'autres mouvements comme l'opération Milliard pour une transition juste. Il y a 3 éléments de complémentarité. La première, c'est que arrêtons d'opposer écologie et économie. Voilà, il faut changer nos imaginaires. En fait, l'écologie ou le climat, c'est pas contre le développement économique, au contraire. Nous, on en est la preuve, on est petit, on a multiplié l'activité par 3 en mettant le climat et l'humain au cœur de notre modèle. On a créé 14 emplois en CDI, donc, et on est petit, et on a réussi à le faire. La deuxième, c'est impliquons les territoires beaucoup plus. Ici, on est dans cette salle à Paris qui est magnifique, mais embarquons les territoires et les problématiques territoriales en impliquant les tiers-lieux aussi, qui seront des lieux d'expérimentation. Et le troisième point, c'est donnons la parole aussi à la diversité et aux jeunes, qu'aujourd'hui, on n'écoute pas suffisamment. Donc il y a aussi à se réinterroger et à aller chercher au-delà de nos cercles qui sont déjà convaincus. Donc plutôt une contribution qu'une question. Je vais prendre une question de monsieur là-bas. Bonjour, je suis Rudy Alkouri, fondateur de Bleupal. Ma question à Madame Dion, désolé si je reviens au sujet de la nuance, j'apprécie bien les nuances, mais on vit une crise et la structure et les acteurs de cette crise, que ce soit la gouvernance ou peu importe, sont les mêmes, avec les symptômes sociaux ou environnementaux. Ma question c'est, quel est l'intérêt de chercher à mettre en place une transition environnementale et oublier la partie sociale? Est-ce qu'on essaie de créer un futur qui est bien pour tout le monde, ou est-ce qu'on essaie d'étendre notre vie et qu'on reste dans cette séparation? Merci. C'est une question très intelligente, merci, mais je vais vous faire une réponse bête. C'est pas notre sujet. C'est-à-dire que nous, Shifter, on s'intéresse au carbone et vraiment à la décarbonation. Pourquoi on a choisi cette question-là? Parce que déjà, si on arrive à résoudre ça, c'est déjà un très grand pas en avant. Et en plus, par le biais de la décarbonation, on arrive à résoudre un peu d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qu'on va prôner pour la décarbonation, comme par exemple planter des forêts pour faire des puits de carbone. Il se trouve que c'est aussi favorable à la biodiversité. Il se trouve que c'est aussi favorable au cycle de l'eau. Donc on traite comme ça d'autres limites planétaires par cette entrée. Par contre, on n'a jamais revendiqué d'avoir des réponses sur toutes les solutions. Typiquement, on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres limites planétaires et on ne s'intéresse pas au social parce que ce n'est pas notre sujet. Après, ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas du tout et qu'on ne regarde pas les interfaces qu'on peut avoir. Mais seulement, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite continuer à parler avec tout le monde. Donc, si on veut travailler avec le PCAET d'une communauté de communes plutôt orientée à droite, par exemple,
on va évidemment pas lui proposer des solutions qui seront sociales. Et il faut qu'on puisse aussi apporter des solutions dans ce contexte-là. Vous pouvez applaudir les intervenantes et l'intervenant, puisque c'est la fin de la table ronde. Vous pouvez rester assis. Si vous voulez, vous pouvez rester là. Il n'y a plus beaucoup de place dans la salle. Donc, non, très bon. Ok. Dans ce cas-là, si tout le monde se lève, il n'y a pas de souci. On a pris 15 minutes de retard, donc je ne peux pas prendre plus de questions. Je vais maintenant changer de casquette. Je vais passer d'animateur à intervenant pour vous présenter l'Assemblée de codécision, qui est une solution démocratique. La méthode, 7 minutes de présentation pour moi, ensuite 7 minutes pour répondre avec les cartons de couleur. Je vous redonnerai les règles pour les cartons de couleur au moment où vous pourrez prendre la parole. Et la question qui vous sera posée, c'est l'Assemblée de codécision est-elle le bon outil pour améliorer notre démocratie ? À l'origine de cette association, il y a eu, en fait, j'ai été coopté pour animer un think-tank dans le cadre du CJD. Vous voyez, on est proche avec le CJD sur la question de la démocratie. Et après avoir pris ma claque climat, j'ai pris ma claque démocratie. J'en ai pris une deuxième. Donc 9 mois de boulot. On est allé assez loin dans l'analyse. Et puis, ça nous a permis de faire une proposition, une démocratie en intelligence collective, une procédure de démocratie en intelligence collective qui s'appelle maintenant l'Assemblée de codécision. Tout ça est dans un document fondateur qui est sur le site web de l'association, www.lescrd.org. J'aimerais tellement vous parler de ce document, mais en 7 minutes, c'est pas possible. Alors, je vais juste vous dire la conclusion que j'en ai eue moi. Elle est là, c'est de se dire, mais merde, où est-ce qu'elle se branche, la prise de conscience ? Pour que collectivement, on comprenne que si tous ceux qui œuvrent pour une bonne cause, et en fait on se bat tous pour des causes à droite ou à gauche, concentrent leurs forces sur la racine du problème qu'ils affrontent, où s'origine l'état de fait. C'est qu'à un moment donné, n'est pas pris la bonne décision dans la démocratie par rapport à la cause pour laquelle on se bat. Et en fait, tout ça s'explique, c'est pas un problème de personne, c'est vraiment un problème de système. Encore une fois, je n'ai pas le temps pour en parler, mais c'est limpide une fois qu'on a fait l'analyse. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut s'appuyer sur ce qui marche. Et ce qui marche, c'est la base de l'intelligence collective, c'est de décider avec des techniques de décision au consentement, donc on ne recourt pas au vote, et ça permet de ne pas écraser les minorités, je vous en reparlerai après, avec les personnes impactées, ou leurs représentants qui ne sont pas forcément... l'élection n'est pas la seule manière de représenter, il y a aussi le tirage au sort. Une expertise variée et suffisante, et les décideurs. S'il n'y a pas les décideurs dans le processus, on travaille pour rien. C'est ce qui s'est passé à la Convention climat. Alors l'Assemblée de codécision, c'est comme une convention citoyenne, donc on tire au hasard des citoyens, ils sont formés, ils choisissent aussi les experts qui vont les former. Et là, la différence, c'est qu'en plus, on va co-construire avec un panel d'acteurs impactés, des associations, des entreprises, et surtout, soit les agents de la collectivité, soit des hauts fonctionnaires si c'est au niveau de l'État, pour qu'on puisse faire l'étude de faisabilité pendant le processus. Également, il y a un panel en consultation numérique pour avoir une représentativité statistique de la population. Parce qu'un panel, même s'il fait 200 citoyens, statistiquement, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas représentatif. Alors que si on fait comme les méthodes de sondage et qu'on a un panel en général c'est entre 1000 et 4000 personnes, on a la représentativité statistique. Et puis également un film. Et ça, c'est vraiment important parce que tous ceux qui participent aux conventions citoyennes vous le diront, ils ont été complètement transformés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ceux de la convention citoyenne n'ont pas voulu faire le référendum, parce qu'ils se sont dit, nous, on a été transformés, à l'extérieur, non. Donc, une proposition, c'est qu'il y ait un film vraiment, pas un film institutionnel comme ça se fait habituellement pour dire, regardez, c'est légitime, on a fait un beau dispositif. Non, un film sur le fond qui nous fait rentrer dans la compréhension des problématiques et qui refait le chemin décisionnel. Quels sont les constats, quelle est l'analyse, quels sont les bons critères de choix, pourquoi on a choisi ça, quelles sont les objections, comment on les a traitées et pourquoi c'est la meilleure décision à la fin. Voilà sur ce que c'est qu'une assemblée de codécision. En fait, c'est une amélioration des conventions citoyennes. Et on a plusieurs membres de la Convention climat qui font partie du collectif et qui apprécient beaucoup ces améliorations. Résultat, donc on a expérimenté 2 fois, on a répondu à des appels d'offres, une commande publique, à Rennes Métropole et à Clermont-Ferrand. 100% des propositions ont été décidées au consentement avec les personnes qui participaient que j'ai citées. 100% a été transmis sans filtre, sans modification dans les instances légales. 100% a été adopté dans les instances légales. Et là, on n'est pas loin des 100% d'élus qui ont voté pour. On est à 95% en moyenne. Vous voyez, on peut l'affirmer là, et c'est vraiment une super nouvelle.
Et les médias ne nous donnent pas accès. Alors au moins aujourd'hui, je peux parler à un certain nombre de personnes et essayer de nous donner accès à des médias si vous le pouvez et parlez-en autour de vous. Ce truc, ça a marché, c'est génial, c'est documenté sur le site, il y a des films, il y a tout ce que vous voulez. On a créé une nouvelle forme de démocratie qui fonctionne, qui est hyper satisfaisante. Et maintenant, on a envie de l'expérimenter au niveau national. Je vous donne des exemples de décisions à Rennes et à Clermont. Le classique, la végétalisation dans les espaces privés, espaces publics, ils étaient à fond là-dessus. Et il y a 40 projets, donc je ne peux pas tous vous les donner là. Pareil, c'est documenté sur nos sites. Et il y en a un qui s'appelait les Carbonautes. Donc les décarbonautes, quand même, on s'est inspiré de ce groupe-là, qui a dit on veut expérimenter au niveau local le compte carbone à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai pas le temps, il ne reste plus qu'une minute. Il y a eu des trucs super, notamment on voit comment ça remonte du terrain. ATD Carmont, on a fait prendre conscience aux citoyens de choses. Donc il dit mais oui, effectivement, il faut absolument ce truc-là. À Rennes Métropole, il y a eu des choses vraiment top pour transformer la démocratie locale avec un droit d'initiative. Si on applique ça à l'Assemblée de codécision sur le climat, le panel, ça pourrait être 10 entreprises, 10 associations, 10 collectivités, 10 assistants parlementaires, et à la fin, non pas les assistants, mais les parlementaires, des représentants de l'État, c'est important, le SGAR, Bercy, etc. Et puis une quarantaine de citoyens tirés au sort. Pourquoi que 40 ? Parce que si la société civile, on est obligé de le financer, parce que le gouvernement ne veut pas la financer, il faut qu'on diminue le coût au maximum pour que ce soit réaliste. Pour arriver à 275 000 €, on est sur 5 sessions, 12 jours de travail et 40 citoyens tirés au sort. Mais on a en plus le panel de 1000 qui donne la représentativité statistique. Et en gros, moi j'ai pas le temps de présenter les étapes, mais c'est vraiment formation, qu'ils comprennent bien, ils choisissent aussi leurs formateurs. Quels sont les critères de choix? Donc il y a 3 grandes voies, on pense, aujourd'hui. Alors ça peut évoluer, hein, on fera ça avec le comité de gouvernance, mais en gros, les députés avec lesquels j'ai discuté sont d'accord. En gros, c'est soit la fiscalité, la taxe carbone, soit le rationnement, le compte carbone, soit on n'est que sur de la réglementation ou de l'incitation, mais ça c'est une voie qui ne nous permettra pas a priori d'aller jusqu'au d'automne où elle coûtera trop cher. Donc a priori, ça va être un mixte entre compte carbone et réglementation ou taxe carbone et réglementation. Et je vous le dis, en fait, la taxe carbone à l'origine des Gilets jaunes, elle a été votée par l'Europe, elle nous sera imposée en 2027 avec effet économique en 2030. Est-ce que c'est ça la société dont on veut? Voilà. C'est une question que je pense qu'il faut qu'on se pose démocratiquement. Voilà, donc maintenant vous pouvez utiliser les cartons de couleur pour répondre à cette question. Est-ce que l'Assemblée de codécision est le bon outil pour améliorer notre démocratie? En visio, vous n'avez pas les cartons de couleur, mais vous avez d'autres outils qui sont expliqués dans le document en ligne. Et pour ceux qui sont arrivés tard en visio, regardez dans le chat. Les cartons, c'est très simple. Vous exprimez ce qui est marqué sur le carton. Par contre, quand je vous dis lever les cartons, il faut que tout le monde les lève parce que je suis obligé d'attendre le dernier pour pouvoir intervenir. Si vous n'avez pas de carton, levez la main pour que des assistants viennent vous apporter un set de cartons de couleur. Et donc là, normalement, tous les cartons devraient être levés. La dame n'a pas de carton ici. Pendant les débats, vous pourrez... Alors, 3 cartons, normalement, ça veut dire je veux que ça aille plus vite. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, quand on met toutes les couleurs? Alors, je vais donner d'abord la question à des clarifications. Madame, est-ce qu'on peut lui donner un micro? Robin, est-ce que tu es toujours dans le coin? Non, Robin, il n'est plus là. Hop. Merci. Question courte. Juste, sous quelle forme se fait le débat au sein de... Ouais. Réponse, il y a beaucoup de choses qui se font dans des petits groupes, notamment pour libérer la parole. Ensuite, on arrive en plénière. Ces vidéos projetées sont des décisions qui ont été travaillées par les petits groupes et on lève les cartons. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on adopte cette décision? Et on traite tous les cartons jusqu'à ce qu'on n'ait plus de carton rouge, notamment, et qu'on ait tout carton vert. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à chaque fois. Ça prend un peu de temps. Là, aujourd'hui, on n'a que 7 minutes, donc je ne garantis pas qu'on terminera avec tous les cartons verts. Une autre question de clarification. Un jaune. Il y a bleu là-bas. Monsieur là-bas. Bonjour. Ma question, c'est juste pour savoir comment se ferait le calcul de la représentativité des personnes qui seront choisies. Voilà. Comment on fait le tirage au sort? D'accord. Le tirage au sort, en fait, on travaille sur les listes électorales quand on est dans les collectivités. Et en fait, elles sont très complètes, ces listes. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais ils sont inscrits dessus. Il manque des jeunes, donc on complète avec des universités ou avec d'autres listes. Au niveau national, on va utiliser opendata.gouv, donc le gouvernement, pour les startups, tout ça a mis à disposition tout un tas d'adresses en France. Donc on fait un tirage au hasard d'adresses postales, ils reçoivent un courrier. Sur le courrier, on leur dit vous allez être payé 85 € par jour, on paye vos défraiements, etc. Vous allez rencontrer des experts. Si vous souhaitez participer, remplissez ce questionnaire. On récupère les questions et on dit aussi quand on n'a pas accès à Internet comment aider les personnes à rentrer quand même dans le jeu. Et on fait un retraitement statistique, donc on regarde ce que nous dit l'INSEE et on reproduit un mini panel avec autant de CSP+, CSP-, autant d'hommes que de femmes, etc. J'ai répondu à la question? Voilà.
Je vais prendre une autre clarification. Hop. Comment on gère la faisabilité, y compris financière? Alors, quand c'est une collectivité, il faut qu'elle produise un appel d'offres et on y répond à un tarif et on espère qu'elle nous accepte. Faisabilité, y compris financière, des propositions émanant de la Convention. C'est une vraie question, parce qu'on a l'objectif des décarbonautes, vous en parleront après, c'est qu'à la fin, on ait une loi, une proposition de loi. À l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de faire une proposition de quelque chose qui va rajouter au budget. Donc ça veut dire qu'il va falloir phosphorer sur les manières de financer en fonction de chacune des solutions qui sera sortie. Le compte carbone, typiquement, il n'y a pas de problème de financement, ou assez peu. Après, sur les autres solutions, il faut être créatif pour proposer. La taxe carbone, ça rapporte de l'argent. Par contre, sur la réglementation, oui, le problème se pose. J'ai répondu à la question? Ouais. Oui, on va donner. Oui, c'était juste une question par rapport aux questions qu'on peut poser sur les référendums, par exemple. Juste la question, j'aimerais remplacer le par un 1 dans la question. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Par rapport à la question, je pense qu'elle est mal posée. Il faudrait plutôt dire, l'Assemblée de codécision est-elle un bon outil pour améliorer notre démocratie? C'est exact. Voilà. Bravo. Et effectivement, il y a plusieurs solutions possibles. On en propose une. Enfin, quand même, si tous les grands sujets étaient traités, si on avait le choix, les citoyens, et c'est ce qu'on aimerait proposer, que 2 fois par an, les citoyens choisissent un sujet, et que 2 fois par an, on a une assemblée de codécision qui débouche sur des décisions, notre monde, il va se transformer quand même assez vite. Alors, je vais commencer à prendre d'autres choses que des clarifications, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Peut-être un bleu? Ouais. Un, deux. Très simplement, une décision, c'est bien. Comment est-ce qu'on l'applique? Je pense qu'une autorité de régulation qui va avec la codécision, ça peut être un ensemble de citoyens tirés au sort aussi, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont pris les décisions, assermentés avec du pouvoir politique pour imposer l'implémentation des mesures auprès des collectivités, des entreprises, etc. C'est comme dans une entreprise, on prend une décision, si on l'implémente soi-même, on est biaisé, si on la fait implémenter par l'incompétent, c'est mort, donc on délègue avec des gens compétents et qui ont peu d'intérêt. Alors je réponds au niveau local, à chaque fois c'est ce qui s'est passé. À chaque fois il y a un comité citoyen de citoyens tirés au sort et l'Assemblée a décidé sagement ce que vous proposez. À chaque fois ça a été proposé et validé. Il y a un comité qui est chargé du suivi. Voilà. Bonjour. Moi j'avais peur que si on réduit à 40 le nombre de personnes, ça réduise la crédibilité. Et du coup, on pourrait faire du crowdfunding pour en fait financer assez facilement. 250 000 €, c'est pas grand-chose. On pourrait multiplier. Alors, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et donc 275 000, c'est le minimum. Et si on a plus, eh ben, on fera mieux. 1 minute pour conclure. Un carton rouge, peut-être. Là, il y en a un. Ouais. Pour qu'on voit comment ça se passe aussi avec les cartons rouges. Alors moi je suis pour le principe de ce mode de démocratie, mais il y a quand même un souci énorme, c'est que ça demande de l'argent d'obtenir les résultats de ce que des citoyens décident, des citoyennes et citoyens décident ensemble. Et pour obtenir l'argent, il faut avoir un budget. Le budget, malheureusement, il n'est pas voté au niveau local, sauf pour les communes, etc. Mais les subventions, qui sont en fait l'essentiel des financements des projets locaux, c'est fait au niveau national. Et j'ai peur que malheureusement les petites assemblées locales ne parviennent pas à obtenir un résultat suffisant. Enfin, merci pour l'objection. En fait, au niveau local, les collectivités se sont engagées à mettre un budget derrière préalablement, sinon ils n'auraient pas lancé le dispositif. Et c'est ce qu'on observe. Par contre, il y a une tension. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une votation ouverte à la population pour prioriser. Et ils ont dit, on va les traiter dans l'ordre où on peut, mais on s'engage à tous les traiter sur les 2 mandats suivants, ce qui est assez malin. Comme ça, et si vous voulez qu'on continue au 2e mandat, il faudra nous réélire. Et voilà, ça c'est au niveau local. Et après, au niveau national, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre? Est-ce que j'ai levé votre objection? Oui, super. Madame.
fait, j'ai pas d'objection, mais je voulais juste prendre la parole pour une remarque. Non, c'est pas ça. Mais en fait, on a commencé la discussion autour de la définition de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Et aujourd'hui, on a l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y a moins d'adhésion des jeunes autour de toutes ces questions parce qu'ils voient en fait que ça n'aboutisse pas à quelque chose. Donc est-ce que quand on parle de codécision, est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière que ça serait autour de quelques extrêmes qui imposent finalement démocratiquement leur idée? Et du coup, moi, c'est ma question autour aussi de la démocratie. Je ne sais pas si je suis le bon expert pour répondre à ça, mais oui, et c'est très très alarmant. Le dernier sondage du Cevipof, février dernier, à peu près 7 Français sur 10 sont insatisfaits, ou très insatisfaits, ou très en colère, ou complètement résignés par rapport à la question de la démocratie. Et moi, j'en rencontre de plus en plus de gens à qui ils disent « Non mais je m'en vais, j'y crois même plus, j'essaye même plus rien du tout ». Et donc ils ont capitulé, quoi. Et donc et on se retrouve avec des risques autoritaires. Et bon, ben allez voter aux élections et essayons de transformer le système pour redonner confiance. C'est tout notre engagement, quoi. Je crois qu'en termes de timing, ça va être vraiment chaud là. Si vous voulez pas qu'on termine un dernier carton rouge, mais on va terminer un peu en retard. Hein. Oui, monsieur. Question rapide. Hein. « 10 000 personnes ?» Et 100 000, ou je ne sais plus, 10 000 la première enquête, comment vous faites pour les gens qui sont un peu illettrés côté informatique? La question concerne le panel citoyen avec les interactions numériques pour savoir comment ça se passe. Donc ce n'est pas 10 000, nous on propose 1 000 dans la version low cost. Après, dans l'idéal, si on a un énorme budget, on pourrait dire on tire au hasard 70 000 personnes. Comme ça, tout le monde pourra dire je connais quelqu'un qui a été tiré au sort et discuter avec lui. Et on aurait, ça ferait, c'est un Français sur 100 en fait si on a 70 000. Mais voilà, après la question. Voilà, et comment on fait pour les personnes qui n'ont pas accès à l'informatique pour la fracture numérique? Alors là, soit on a le budget et on travaille avec des MedCop, je crois, médiation numérique, une coopérative qui fait ça très bien, mais bon, il faut les payer. Sinon, nous, ce qu'on propose dans les courriers, c'est de se rapprocher d'un proche, de quelqu'un qu'ils ont autour d'eux, qui peut les aider à transcrire leurs pensées de manière numérique, ou d'aller dans les médiathèques ou des endroits où les ordinateurs sont gratuits avec le courrier en demandant un accompagnement et en espérant qu'ils arrivent à se faire accompagner. Voilà. Voilà. Levez une dernière fois les cartons. Est-ce que vous pensez que c'est un bon outil démocratique et que vous avez vraiment envie que cet outil il se diffuse et que vous êtes motivé pour aider à ça? Voilà, une petite photo. Je ne sais pas si le photographe, c'est bon, prend une petite photo. Merci beaucoup. Et je passe la parole maintenant à Laurent. Bonjour à tous. Laurent Mella, cofondateur et coprésident des CRD et membre actif des décarbonautes. Les décarbonautes, vous l'aurez compris, c'est un vecteur, un angle pour approcher et mettre en œuvre approcher et mettre en œuvre l'approche de codécision sur la question de la décarbonation. Donc c'est un collectif qui rassemble 80 sociétés, associations, acteurs économiques autour de la décarbonation, avec un comité de pilotage, donc, dont vous avez les logos ici, de nombreux bénévoles et récemment donc 3 salariés actifs. Okay. Et c'est porté par les CRD, okay, qui est initiateur de ce projet. Donc le projet, monter au niveau national une assemblée de codécision pour que la décision, que les choix d'application, d'action pour décarboner la France en tenant les objectifs de 2050 soient pris démocratiquement, que ce ne soit pas imposé, okay, avec le processus qui vient de vous être décrit. Le pourquoi a été largement abordé, donc je ne le creuse pas plus. Okay.
il y a beaucoup de solutions. Il y en a 3 principales qui dominent un peu le débat, mais l'objectif, c'est de faire le tour des solutions et de trouver la solution, la bonne hybridation de solutions qui permettra de réellement atteindre les objectifs que l'on s'est fixés pour 2050. Donc c'est aussi de redonner le pouvoir de choisir aux citoyens et citoyennes. Très bien. Donc, comment on va faire ? La suite, parce qu'une fois qu'on a proposé des décisions, évidemment, il va falloir les remettre dans le système en place, le système légal. Donc, soit ça aboutit à un référendum, soit ça aboutit à un projet de loi qui sera porté par le gouvernement, soit ce sera un vote lors d'une semaine partisane au Parlement, qui sont aujourd'hui les 3 voies légales possibles pour mettre en œuvre les actions au niveau national. Et si la loi n'est pas votée, nous continuerons à porter le projet pour que les candidats qui se présenteront aux élections inscrivent les actions dans leur programme. Et les citoyens auront, ou pas, de voter pour ceux qui ont inscrit ou pas inscrit les actions dans leur programme. Okay. L'action étant de mener un minimum de 2 assemblées de codécision durant leur mandat. Et puis, l'échelon d'après, c'est d'aller au niveau européen. Les étapes à venir. Où nous en sommes aujourd'hui ? Eh bien, nous avons fait une nouvelle demande au gouvernement via les parlementaires. Okay, la première demande avait été bien accueillie, mais le concret, on a un petit peu de mal à le voir venir. Donc, le chemin que nous sommes en train de parcourir, c'est à partir de septembre, sur la fin de l'année. Si jamais il n'y a pas de réponse, si le gouvernement ne nous soutient pas, n'accepte pas de lancer une assemblée, à ce moment-là, c'est de mener nous-mêmes l'expérimentation. Et comme vous l'avez compris, on a construit un budget minimal pour y arriver. Et puis évidemment, si ensemble, on arrive à financer quelque chose de plus haut, et puis on sera un peu plus ambitieux. L'objectif, c'est de dérouler ça en 2025. Okay. Et puis, en 2026, on met en œuvre. Et on aura commencé à changer le système. Le fonctionnement des décarbonos, c'est un collectif qui est donc porté par les CRD et l'ensemble des institutions que je vous ai présentées. On porte des valeurs communes, qui sont des valeurs démocratiques, de bienveillance, d'engagement, de justice sociale, d'authenticité, de co-responsabilité. Vous l'avez vu dans la méthode, on est transparent. C'est-à-dire que tout ce que l'on dit, on le fait, tout ce qu'on fait, on en a parlé, on produit des documents, on met en image la façon dont les décisions sont prises, notre mécanique de gouvernance est transparente. L'objectif, c'est que tout un chacun puisse comprendre comment nous fonctionnons et comment fonctionnent les outils qu'on propose. Okay. La décision de consentement vous a été présentée, donc je ne reviens pas dessus. Donc, maintenant, il faut agir. Et l'action, c'est chacun d'entre vous qui l'a portée. Vous avez plusieurs façons de fonctionner. Ça a été un petit peu dit au début. Soit vous donnez un peu de votre temps, soit vous vous inscrivez simplement en disant moi je soutiens les décarbonautes pour qu'on soit très nombreux et qu'on puisse arriver en nombre chaque fois qu'on va voir un organe du gouvernement ou du Parlement. Soit vous allez un petit peu plus loin et vous faites un don et on vous donnera la mécanique pour le faire juste après. Soit vous rejoignez un des groupes locaux, soit vous créez votre groupe local. Okay, ce qui est arrivé aujourd'hui à Paris, à Versailles, à Toulouse, okay, Rennes et Colmar qui sont en création. Donc vous avez plein de choix dans votre palette d'action. Okay, et nous produisons toutes les 2 semaines une réunion en visio. Vous pouvez venir, le lien est facile d'accès, de manière à poser des questions, nous rencontrer, entendre ce que ceux qui font et comprendre un peu plus si vous avez besoin de temps. Okay. Le nombre compte. Donc vous avez ici l'adresse des décarbonautes. Question. Je suis dans le timing. Vous avez déjà peut-être des questions sur l'exposé de Laurent. Proposer de lever les cartons de couleur comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va donner la parole en fonction de ça.
Levez les cartons, s'il vous plaît. On doit attendre les derniers. Donc la question qui vous est posée, est-ce que vous trouvez que ce projet est motivant? Est-ce que vous avez envie de le porter avec nous? Et s'il y a des questions de compréhension, vous mettez des cartons jaunes. Tu donnes la parole peut-être. Ouais. Oui, bonjour, Dimitri Carbonel, je suis shifter aussi. Juste un point, pourquoi est-ce que vous êtes obligé de passer par la loi pour mettre ça en place? Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire sans la loi, et ça prend énormément de temps de passer par là, et avec un taux d'échec potentiellement qui est assez fort. La proposition de passer par le fait de rédiger une proposition de loi permet de donner une conclusion au phénomène. Et après, on ne sait pas si ça passera par un référendum, par une loi proposée par le gouvernement, ou bien même par une proposition de loi venant des parlementaires. Mais ça constitue un texte qui pourra conclure le travail de la Convention. Vous avez réponse à votre question? Alors, non, alors, reposez la question. Disons, je me demandais si vous n'avez pas la possibilité de mettre en place cela, une sorte de solution alternative, mais sans passer par la loi, pour porter justement ça et éviter que vous soyez bloqué, en fait. Il faut passer par, je veux dire, une fois la Convention conclue, il faut bien passer par un processus d'aval démocratique, donc en fonction des institutions démocratiques, de démocratie représentative qui sont existantes. Il n'y a pas d'autre procédé. Si on veut que la décision s'impose à tous, ça ne peut passer que par la loi. Si on veut que la décision s'impose à tous, ça ne peut passer que par la loi. Sinon, nous menons des projets localement, dans notre coin, avec nos moyens. Et c'est plus du tout la même dimension. Emmanuel, est-ce qu'il y a des questions en visio? Emmanuel, il y a des questions en visio? Il y a des réactions, notamment des réactions disant que au niveau européen, il y avait déjà dans le cadre du pacte vert des modalités pratiques qui ont été prises. Donc ils disent ce que vous voulez faire, c'est déjà fait, ça existe déjà. Et en fait, on est en train de leur répondre. Que certes, il y a des choses au niveau européen, mais qu'elles ne se sont pas encore mises en œuvre dans les pays, qu'il faut redescendre à l'échelle du pays. Non, mais la question est intéressante puisqu'elle met en lumière la nécessité d'une intervention au niveau des élections européennes qu'on va essayer de mettre en œuvre, mais il est vrai que le temps presse. Prenez le micro pour que ceux qui sont en visio puissent entendre. Non, mais en fait, votre projet n'est pas politique, et donc bientôt il y aura les élections européennes, et moi je vous dis, ok, si on vous soutient, pour que ça passe, parce que à la fin il y aura une proposition de loi, pour qui faut-il voter au niveau européen, par exemple? Alors, nous sommes à partisans, et en plus l'Académie du climat nous a demandé de ne pas rentrer dans ce type de discours, donc je ne répondrai pas à cette question, mais merci de l'avoir posée. Il y en a beaucoup qui n'ont pas levé de carton quand j'ai appelé les cartons tout à l'heure, donc ça m'interroge. Est-ce que vous êtes indécis? Dans ce cas-là, posez vos questions. Pour porter le projet au niveau européen, ça ne se passera pas seulement au niveau des élections, ça peut se passer après, si on est capable de faire suffisamment de pression auprès des politiques. Je donne la parole à madame. Alors, moi, je suis désolée, ça ne va pas être très intéressant, mais je trouve que votre présentation elle est très intéressante, mais j'ai besoin de lire exactement de quoi il retourne sur votre site, de m'informer. Je peux pas vous dire oui, j'ai envie de porter ce projet avec vous en même pas une demi-heure de présentation. C'est impossible pour moi. Mais posez-nous des questions de clarification s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ouais. Autrement dit, la présentation était un peu rapide et il y avait beaucoup de choses présentées en 7 minutes. Mais si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît. Oui, ici. Voilà. Une simple question. Est-ce que vous pensez embarquer des parlementaires actuellement dans votre démarche?
Est-ce que vous avez une prospection auprès des parlementaires? Ah ben là, Louis-Marie est très bien placé pour répondre. Alors oui, grâce aux dons qu'on a eus, on a pu embaucher 2 personnes et on a bien commencé la prospection. On a déjà eu quelques rendez-vous, on attend des réponses et il y a pas mal de rendez-vous qui sont calés, mais parfois ils nous donnent des rendez-vous à 3 mois. Donc voilà. Une question. Merci. Bonjour. En fait, c'est un sentiment qui est venu peu à peu parce que je me suis rendu compte là qu'on parle que de décarboner. Et en fait, la mairie de Paris nous montre qu'il faut s'adapter à 50 degrés. Donc je pense qu'il faut introduire aussi l'adaptation. Enfin, je sais pas, décarboner tout court, ça ne me va pas, dans la mesure où on est dépendant d'autres personnes. Donc il y a 2 sujets, je pense, intéressants à avoir avec. C'est l'adaptation, parce qu'on n'est pas, même si toute la France le fait, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, c'est la guerre. Parce qu'on est quand même dans un contexte où on va vers la guerre en ce moment. Et qu'est-ce que ça veut dire décarboner ou faire de l'adaptation en temps de guerre? Mais là, il me semble que l'exposé de Cyril Dion a mis en lumière la proximité énorme entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation, que l'un n'allait pas sans l'autre. Et donc, effectivement, le changement climatique tel qu'on le vit maintenant doit faire partie intégrante de la réflexion et de ce qui se fera au niveau d'une convention. Je donne la parole ici. Monsieur avait un carton rouge. Oui, merci. C'était pour faire effectivement une sorte d'objection ou de commentaire. Je suis ultra fan du projet, vraiment. Par contre, j'ai l'impression que les politiciens actuels, en tout cas, ne vont pas forcément être très favorables au fait de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est précisément ce qu'on a vu en Islande, un très beau projet de nouvelle constitution participative. Messieurs, on a besoin de votre vote pour que ça change. C'est pas passé, je crois, aux dernières nouvelles. Donc je trouve ça aussi formidable de faire une validation démocratique par une loi, mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir, je suis dispo du coup pour participer avec plaisir, à aussi d'autres formes je sais pas comment dire, de faire en sorte que le projet puisse passer avec un rapport de force pacifique, démocratique, faire peser, faire des photos avec le maximum de gens pour que ça puisse passer, parce que tout seul, ça ne marchera pas. Oui, enfin, je pense qu'il y a un aspect peut-être qu'on n'a pas assez mis en évidence, c'est que si on parvient à faire cette assemblée de codécision, il faudra que ce soit accompagné au niveau information, au niveau médiatique, au niveau communication, de manière extrêmement forte pour que vraiment on embarque effectivement une bonne partie de la société derrière. Si ça reste un processus secret et peu connu, ça ne marchera pas. Et c'est tout l'enjeu de la réunion de ce soir, c'est qu'on soit nombreux pour qu'on ait du poids politique et que les gouvernements se disent « Ah, ils en ont envie, les citoyens, peut-être faut qu'on les écoute ». Et j'étais cet après-midi au ministère, il y a une réception quand même. Hein, et voilà, quand on dit ça va permettre au gouvernement, par exemple, de revenir sur la Convention climat en disant c'était super, mais on n'a pas été au bout de l'exercice, on recommence et on vous montre que c'est possible. En fait, il y a une vraie volonté de réussir cet exercice démocratique. Et peut-être on peut laisser une chance de croire qu'il y a un peu les deux, on est ombre et lumière, hein, mais il y a aussi une volonté de réussir à faire cet exercice démocratique jusqu'au bout, parce que ça a été aussi très compliqué pour le gouvernement, les résultats de la Convention climat à la fin, de voir que les gens étaient déçus alors qu'ils avaient mis tellement de moyens pour que ça se passe bien. Voilà, et oui, c'est les deux, quoi. Il faut leur donner une chance et avoir un rapport de force. Merci. En fait, justement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect local et il y a l'aspect national. Donc, déjà, peut-être... Merci. Déjà, peut-être essayer de développer le niveau local et voir comment on peut développer un maximum le niveau local, et à partir d'un certain seuil de niveau local qui nous semble bien prendre, que la mayonnaise prenne bien, là, attaquer le niveau national. Et là, on aura toutes les chances d'avoir le niveau national. Alors, côté européen, peut-être une ICE, pourquoi pas? Je ne sais pas. Donc vous proposez en fait une démarche en deux temps avec un certain nombre de conventions
qui serait local ou enfin, au niveau régional. Et puis ensuite, alors bon, c'est certainement un processus qui serait très bien. Le problème, c'est quand même que le temps presse sur cette affaire. Et un deuxième point, c'est qu'il n'y a pas tant de projets comme ça, locaux. Quand on regarde ce que demandent les appels d'offres qui sont publiés, sur la façon dont la démocratie participative essaie de se mettre en place, la codécision n'apparaît jamais. Donc si on attend que le monde politique décide de dire tiens, mettons déjà un peu de codécision localement, on est sur un processus extrêmement long et on ne répond pas à la question d'urgence climatique. Donc à un moment donné, il faut passer l'échelle. Voilà, on a déjà pas mal de retard, donc on clôt cette session. Bravo à Pierre, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, qui a été membre très très actif du Pacte civique et qui est au comité de pilotage des décarbonautes, et à Laurent Mella. À mon signal, on va mesurer votre envie pour ce projet avec votre niveau sonore. Merci.